Bonjour à tous. Je suis Pascal Jean, associée chez PwC, spécialisée dans le secteur de l'énergie. Je suis ravie aujourd'hui d'animer ce talk sur le coût de l'énergie et les data centers. Je suis ravie d'accueillir Olivier et Sylvie qui vont se présenter lors de mes premières questions. Olivier qui est président directeur général de Data 4 et Sylvie qui est directrice générale de Dalkia. Olivier, Sylvie, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors nous allons parler des data centers. Dans un premier temps, on va parler à la fois de tous les fondamentaux autour de la croissance des data centers et des enjeux autour de l'énergie data center. Dans un deuxième temps, on abordera plutôt les aspects de prospective. Prospective à la fois sur l'impact de l'IA et prospective également sur probablement tous les enjeux autour de la transition énergétique que l'on pourra aborder de manière plus précise pendant cette deuxième partie. Alors, je voudrais juste commencer et introduire ce talk par rappeler qu'aujourd'hui, les data centers, ce sont des actifs, des infrastructures dont la taille est mesurée en mégawatts. Ce qui veut dire que l'importance en fait, de la dimension énergie est tellement structurante que finalement, on a choisi de mesurer en fait, les data centers par rapport à leur puissance énergétique. J'aurais aussi rappelé que les data centers, c'est des services cloud et de l'IA, pas simplement de l'IA. Ce n'est pas simplement de la consommation d'électricité, mais c'est aussi un ensemble de services énergétiques associés, puisque pour un data center, vous avez de la puissance de calcul, vous avez des systèmes de redondance, vous avez des systèmes de sécurité et vous avez aussi de la réfrigération et donc tout un tas d'actifs autour des calculs qui sont également consommateurs d'énergie. Alors tout de suite, je vais me tourner vers toi, Olivier. On parle d'un marché qui est en très forte croissance. On a tous en tête les investissements extrêmement, je dirais, importants qui ont été annoncés aux États-Unis, qui ont été annoncés par les Émirats arabes unis de plus de 100 milliards, hein, je pense. C'est ça dont on parle. On a également en tête les investissements au niveau de l'Europe, et plus particulièrement en France. On parle d'un marché qui est à x2, x3. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce marché ? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Micheli, je gère une très belle société française et européenne, Data 4, qui est en 20 ans, presque 20 ans, puisqu'on fêtera nos 20 ans l'année prochaine, est devenu le leader européen des data centers, avec 1,5 gigawatts de puissance sécurisée qu'on est en train de déployer en France et en Europe. Alors, merci de me poser cette question, parce qu'en fait, il y a 2 jours, j'étais ici pour présenter le baromètre, la filière France Data Center que je préside, a publié un baromètre et je vais vous parler des chiffres, mais avant de vous parler des chiffres, peut-être revenir un peu sur les déterminants de la croissance, parce qu'on parle de l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. En fait, l'IA générative n'a que 2 ans et avant, le secteur était en très forte croissance et il y avait d'autres déterminants, d'autres drivers de croissance. Donc, en fait, là, on est en 2025 et l'entrée dans le deuxième quart de siècle, en fait, n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu les 25 dernières années, puisqu'en fait c'est un secteur assez récent, hein, qui a 25 ans. Vous avez sur 2025, enfin 2024, 2025 et les années d'après, ce qu'on voit, c'est qu'en fait on a 3 déterminants de croissance. On a une accélération au niveau des services récréatifs, c'est-à-dire les réseaux sociaux, on en consomme de plus en plus, on visionne de plus en plus de vidéos, et aussi, troisième service récréatif, le jeu en ligne, qu'on consomme beaucoup, notamment les jeunes. Donc, les services récréatifs, on n'a jamais autant utilisé de services récréatifs. Le cloud, qui est mainstream partout, des petites aux moyennes aux grandes entreprises avec de plus en plus de fonctionnalités, et l'IA. Et quand on additionne, je dirais, ces 3 déterminants de croissance, on double les données produites au niveau mondial à peu près tous les 3 ans. Ce qui est juste gigantesque. Et pour ça, il faut les héberger dans des data centers qui sont donc en très forte croissance. Quelques chiffres, et vous allez voir, c'est important de regarder un peu au niveau mondial, européen et français. Alors, effectivement, on parle en mégawatts ou en gigawatts. 60 gigawatts de puissance électrique informatique installée au niveau mondial. 60 gigawatts, vous le savez très bien, c'est le parc nucléaire français. L'Europe représente 6 gigawatts, seulement 6 gigawatts, et la France représente 700 mégawatts, donc 1% de la puissance installée. Mais la très bonne nouvelle, c'est parti du baromètre, on a eu 20% de croissance l'année dernière, et le plug, baby plug, si cher à notre président de la République, est en marche, je dirais, et ce qu'on voit, c'est 20% de croissance dans les 10 prochaines années
pour atteindre à peu près 4 gigawatts en 2035 en France. Donc et la France, et pourquoi? C'est parce que la France a énormément d'atouts, avec beaucoup de puissance électrique, décarbonée, compétitive, ce qui fait que la France est un des seuls pays en Europe à pouvoir accueillir cette puissance informatique. Très bien, merci. Donc, je pense que c'était important pour moi que vous insistiez justement sur cette dimension de services récréatifs comme driver de croissance. Je le constate beaucoup chez mes enfants, ainsi que effectivement le cloud qui est devenu mainstream. Je pense que c'est important de le rappeler, et l'avenue de l'IA. Merci aussi d'avoir rappelé les enjeux énergétiques et l'accès à la puissance électrique. Et le comparatif avec effectivement la puissance France me paraît tout à fait intéressant. Sylvie, avec tout ton parcours professionnel dans le secteur de l'énergie, quel regard tu portes en fait sur tous les enjeux énergétiques liés à ce développement et les enjeux bien sûr de décarbonation? Bonjour à toutes et à tous. Alors juste quelques mots peut-être juste pour Dalca. Dalca, c'est la filiale des services énergétiques du groupe EDF. On fait 6 milliards d'euros, 23 000 personnes et on a deux grands métiers complémentaires de ceux d'EDF. On ne produit pas d'électricité, mais évidemment, on ne se désintéresse pas d'électricité. On est un grand spécialiste des réseaux de chaleur et de froid, donc on peut appeler le chauffage urbain un peu en France. On exploite plus de 330 réseaux de chaleur. Et j'insiste aussi sur le froid, sur le rafraîchissement, parce que c'est un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, quand on est au Moyen-Orient, vous imaginez bien qu'on n'est pas sur des réseaux de chaleur, on est plutôt sur des réseaux de rafraîchissement ou de froid. Et puis, notre deuxième grande ligne de métier, c'est l'efficacité énergétique, les services d'économie d'énergie. Donc, on est présent dans la durée chez nos clients, soit dans du bâtiment ou de l'industrie, le data center étant un peu les deux, bâtiment industriel. Et là, on accompagne des clients dans de la performance énergétique, on s'engage sur les baisses de consommation et pour faire cela, on investit, on fait des travaux, on fait de la maintenance et beaucoup de pilotage numérique. On y reviendra, mais le numérique est aussi également au service de la transition énergétique. Alors, quelques mots sur les data centers. Le Data 4, 1 gigawatt, c'est effectivement la puissance d'une centrale nucléaire. 1,5. Alors, 1,5, c'est une centrale nucléaire dite EPR2, donc la nouvelle centrale nucléaire de Flamanville qui fait 1600 mégawatts. Donc, c'est la consommation de Data 4. Donc, effectivement, ce sont des objets qui consomment beaucoup d'énergie, qui consomment de l'énergie à peu près la moitié d'électricité pour leurs services numériques, les clouds, les machines, les ordinateurs. Et puis l'autre moitié est quasiment absorbée, pas exclusivement, il y a un peu d'éclairage, etc. Mais c'est le gros sujet du refroidissement, parce que les machines produisent beaucoup de chaleur. Et donc on a un très gros sujet de refroidissement, avec des enjeux de services énergétiques qui sont forts, parce que évidemment, moins on consomme d'énergie, moins on consomme de CO2. Plus c'est fiable, on a des sujets de fiabilité quand on opère un data center, et puis évidemment de qualité aussi d'énergie, qualité d'électricité qui sont importantes. Aujourd'hui, Dalca est présent, très présent dans les data centers. On opère 80 data centers aujourd'hui en France. Et je voulais juste terminer sur ces questions de décarbonation, parce que c'est pas anodin ce qu'Olivier a dit à la fin de son propos. Le plus gros data center du monde, je ne sais pas si vous savez où il est. Il se trouve en Chine. C'est pour ça que j'ai mis mon petit papier, parce que c'est 900 000 m², c'est China Telecom Data Center. Et ce data center-là, donc vous imaginez, il consomme une quantité incroyable d'énergie. Et il se trouve en Chine, là où l'électricité est particulièrement encore carbonée et très émettrice de CO2. Donc regarder l'implantation des data centers est un sujet très fort, puisque la consommation d'électricité est stratégique. Et quand on arrive en France, on a une électricité décarbonée. Je vous rappelle que l'électricité d'EDF, c'est 95% sans émission de CO2, nucléaire plus renouvelable. On a une électricité extrêmement fiable. Quand je dis fiable, c'est qu'on n'a pas de coupure d'électricité à la maison. Enfin, vous voyez, c'est pas si fréquent que ça dans tous les pays du monde. Et donc, effectivement, la France est un bon pays pour installer des data centers si on regarde ce sujet des émissions de CO2. Donc, la quantité de CO2, j'insiste, de l'électricité va être aussi un élément très important pour ce qui est de cette question de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup Sylvie d'avoir rappelé les enjeux. Tu sais que j'y tiens également beaucoup sur tout ce qui est le sujet de la chaleur et du refroidissement, qui pour moi sont des enjeux qui sont
sous-estimé ou dont on ne parle pas assez en tant qu'enjeu de la transition énergétique par rapport aux enjeux finalement de production d'un électron vert. Donc ça, pour moi, c'est important qu'on le rappelle et merci d'avoir donné les chiffres. Autre élément qui est important de souligner, et je vais me retourner vers toi, Olivier, c'est effectivement la qualité de la fourniture et la nature en fait, de la fourniture en électricité pour qu'on ait un mode de fonctionnement optimal des data centers. C'est aussi des sujets qui sont mal connu en fait du grand public, hein, le fait que, et oui, il y a une qualité de l'électricité, hein, et il y a également des courbes de charge, et qu'il faut pouvoir répondre à des enjeux de fonctionnement en fait des data centers, qui sont à la fois, alors le terme est maintenant bien connu, mais je le répète, 24/7 x 365, en termes de fourniture et de qualité, mais aussi en qualité du signal et en fréquence. Alors, justement, je me retourne vers toi, Olivier, en tant qu'acteur de la construction et aussi, je pense que tu opères des data centers, hein, tu l'as bien dit. Comment tu vois, en fait, justement, ces enjeux de fourniture, premièrement, et par ailleurs, pourquoi, aujourd'hui, on parle autant d'IA comme étant un consommateur, on va dire un vecteur plus important de la consommation de l'énergie ou de l'utilisation des data centers, alors que, comme tu l'as bien dit, finalement, aujourd'hui, les data centers sont là pour servir beaucoup d'usages et pas simplement ceux de l'IA. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux peut-être qui parlent un peu espagnol, mais le 28 avril, vous vous rappelez? Bon, Rappelle tous. Personne n'était dans un ascenseur à Madrid ou en Espagne, mais non, mais il y a eu un blackout total midi 38 jusqu'à 8h, je crois 14 ou 20h15 à peu près. Et on se rappelle bien parce qu'en fait, en fait c'est l'ensemble du pays avec le Portugal qui est tombé dans le noir avec ce que vous avez pu lire, voir, ou peut-être si vous étiez sur place. Donc en fait, c'est un objet électrique, un data center, qui s'inscrit bien dans le 21e siècle. Finalement, sans électricité, il n'y a pas de data center. Et il n'y a pas d'IA non plus. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos data centers, en fait, ont fonctionné, les batteries ont pris la charge, puis les groupes électrogènes. On a utilisé quelques milliers de litres de biofuel, mais on n'avait pas le choix. Sans interruption de service. Et donc ça, c'est important parce que même si dans nos contrats, on a marqué 5,9, 99, etc., 999 de disponibilité, en fait, nos clients, c'est pas compliqué, hein, c'est des multinationales, c'est les hyperscalers, et en fait, ils veulent 100% de taux de disponibilité. Et pas moins, c'est-à-dire même pas une minute d'interruption, parce que les conséquences pour leur business sont énormes. Donc nous, au niveau de Data 4 et des équipes et dans la filière, en fait, on vise le 100% de taux de disponibilité. Donc ça, c'est important. Et donc, on a tout un des systèmes, pas un, mais des systèmes pour justement avoir ce taux de disponibilité. Sur la consommation électrique, c'est un vrai sujet. Enfin, les applications qu'on utilise sont de plus en plus énergivores. En fait, on utilise des algorithmes qui sont de plus en plus complexes et qui utilisent des jeux de données qui sont de plus en plus importants. Et donc, il faut plus de puissance informatique et donc, il faut plus de puissance électrique. C'est ça. Plus de puissance informatique veut dire plus de puissance électrique. Et donc, je sais pas si vous le savez, mais quand vous faites un search sur le chat ou sur ChatGPT, c'est 10 fois plus énergivore qu'un search sur Google. Donc, il faut bien expliquer aux enfants, parce que moi, mon fils, il me dit « Ah, maintenant, je vais tout le temps sur ChatGPT. » Je dis « Mais surtout pas. Surtout pas. Va sur Google et va sur ChatGPT quand on en a besoin, parce qu'en fait, ça n'a pas du tout le même impact écologique. » Et donc, ce qu'on voit au niveau de l'IA, c'est que si l'IA tient toutes ses promesses, la décennie passée ne se répétera pas, puisque dans la décennie passée, les années 2010, on a eu 6% de taux d'augmentation de la consommation électrique dans le secteur des data centers au niveau mondial, versus une augmentation de 600% des unités de calcul. Mais c'est terminé ça, c'est-à-dire que là on consomme en France 2% de la consommation électrique, les data centers, et on a une projection à plus de 5% au niveau France et certainement au niveau mondial. Et donc il faut absolument travailler au quotidien sur des innovations et surtout sur des méthodes pour rendre nos data centers plus efficients. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc un exemple, je vous donne un exemple, mais typiquement pour les plus âgés comme moi, voilà. Quand j'ai commencé ma carrière, il faisait 16 degrés ou 17 degrés dans une salle informatique. Maintenant, il fait 26, 27 degrés. Et nous, ce qu'on demande à nos clients, c'est d'aller vers du 30, 31 degrés. Et plus, en fait, il fait chaud en salle et moins vous consommez d'électricité. Et les matériels d'aujourd'hui permettent d'avoir des températures comme ça. Et je ne visais personne par rapport à l'âge, bien sûr.
Là, tu abordes un sujet intéressant qui est la notion en fait d'une forme d'efficacité énergétique. Hein, Sylvie, je vais te passer tout de suite la main. Et également de sobriété, puisque la sobriété énergétique. Voilà, donc comment tu vois ces sujets-là, Sylvie, quelle solution tu préconises un petit peu de travail? Oui, je crois que ce qui est important de se dire, c'est qu'on ne va pas arrêter le mouvement comme ça. C'est qu'il va falloir trouver la façon, effectivement, de faire ce qu'on appelle un peu des green data centers. Et quand je dis d'ailleurs que Dalkia opère des data centers, nous intéressons, nous, qu'au système énergétique des data centers. Et c'est Data très important, qui opère le reste des acteurs tels qu'Olivier. Alors, je vais vous donner des exemples de ce qu'il faut faire. Piloter les températures. Alors, on va utiliser souvent un petit peu de numérique pour ça, pour gérer la température d'un bâtiment. Ayez en tête, par exemple, une gestion technique de bâtiment, ça fait faire entre 0 et 30% d'économie d'énergie. Aujourd'hui, il y a moins de 10% des bâtiments qui sont équipés. Mais sur un data center, il va falloir le faire systématiquement, gérer effectivement les niveaux de température. C'est-à-dire que les matériels suivent aussi à ces niveaux de température-là. On a aussi beaucoup de recherche et d'innovation autour de la façon de faire cette climatisation ou ce rafraîchissement des data centers. Alors, on réfléchit à rafraîchir avec ce qu'on appelle du free cooling, juste utiliser l'air extérieur sans avoir des machines et des chillers en anglais qui refroidissent, des climatiseurs qui refroidissent. On peut utiliser de l'eau aussi. Quand il y a des rivières pas loin, ce qu'on appelle du river cooling, on peut aller faire du transfert de calories dans la rivière pour aller refroidir le data center. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement vertueux qui est de dire, là, cette chaleur qui est produite par les ordinateurs, eh bien, on va la récupérer. Ce qu'on appelle de la récupération de chaleur fatale, la récupération de chaleur perdue. Cette chaleur, elle peut aller sinon aux petits oiseaux. Vous voyez bien que c'est totalement vertueux. On rentre dans une économie circulaire de la chaleur. Et dès lors que les data centers, par exemple, se situent à proximité, pour ça que j'appuyais sur mes réseaux de chaleur tout à l'heure. Si on se situe à proximité d'un réseau de chaleur, évidemment, chez Dalkia, on travaille sur les réseaux de chaleur bas carbone, eh bien, on utilise une chaleur d'un data center qui va aller chauffer les habitants de la ville. On est en train de le faire. Pour vous donner un exemple très concret dont on a parlé récemment à Toulouse. On est sur le data center de Météo France et on récupère la chaleur et on réinjecte pour aller chauffer les habitants de Toulouse dans le réseau de chaleur. Vous savez, c'est un des réseaux d'eau chaude qui arrive dans les bâtiments. Donc ça, c'est vertueux. Ça va être de plus en plus incité. Je crois que les nouveaux data centers, il y a même une obligation d'aller traiter ces questions de chaleur fatale. Ça peut être aussi traiter juste le chauffage du bâtiment d'à côté s'il y a des bureaux. Ça, c'est des exemples qui sont extraordinairement vertueux. Donc, on va avancer sur ces green data centers parce que je crois que, voilà, on ne va pas arrêter le numérique en 5 minutes et cette croissance, elle est là et il faut juste la traiter en ayant conscience des émissions de CO2. Et Olivier, cette question de localisation des data centers qui est devenue un enjeu très important, c'est-à-dire un enjeu stratégique, puisqu'on cherche à capturer finalement... En tout cas, en France, on cherche à capturer finalement ces nouvelles usines qui vont arriver, qui vont apporter de la valeur finalement au niveau de la France, par exemple, au niveau de l'Europe. Comment tu vois justement sous ces enjeux autour de la localisation, comment se situe la dimension énergie et, comme tu l'as très bien dit, Sylvie, l'intégration plus large en fait d'un data center dans un système énergétique au regard des autres enjeux qui sont par exemple l'accès à la donnée numérique, tout simplement. Alors, si on recule un petit peu en arrière, puisqu'en fait la plupart des acteurs numériques, même si on est à Paris, Vivatech c'est un des plus grands salons ou le plus grand salon de la tech dans le monde. Cela étant dit, la plupart des acteurs de la tech sont sur la côte ouest des États-Unis ou en tout cas aux États-Unis. Donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, on pensait que les applications, les données pouvaient être hébergées à partir des États-Unis. Et puis en fait, il y a plein d'acteurs de contenu qui se sont rendus compte qu'il y avait des limitations. Il y a eu le GDPR, etc. Ce qui a créé un mouvement assez fort sur l'Europe. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un développement très fort sur les métros. Donc les métros, c'est-à-dire Paris, Francfort, Londres, Dublin, Amsterdam, etc. Pour couvrir en fait les marchés nationaux. Avec certains marchés qui en fait avaient plutôt un impact régional, l'Espagne, Madrid pour adresser bien sûr l'Espagne et le Portugal, l'Italie, tous les pays limitrophes et les Balkans, etc., etc. Par exemple Varsovie où on est présent,
c'est pour adresser plutôt les pays de l'Est. Donc en fait, ça s'est transformé en hub. Mais le problème, c'est qu'en fait, les quantités d'énergie, on en a parlé un petit peu, sont tellement énormes qu'en fait, ça fait plus tellement de sens de construire des méga data centers dans nos grandes métropoles. En plus, le foncier est quand même assez compliqué. Essayez d'aller trouver, parce que nous, on construit vous voyez, des campus sur 20, 30, 40, voire plus d'hectares. Bah, essayer de trouver 20 hectares en région Île-de-France, c'est quand même très compliqué. Donc vous faites le combo de difficulté à trouver du terrain et l'énergie qui en fait est importée, en fait, qui n'est pas produite localement. Nous, ce qu'on pense, en tout cas, c'est notre philosophie chez Data4, c'est de se dire, on croit très fort au gigacampus. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, c'est-à-dire des campus non plus de 100, 200. Nous, on construit des campus de 250 MW et on a fait un hub de 500 MW dans le sud de Paris. On est plutôt sur des campus d'1 gigawatt, mais ça, on ne le fera pas à Paris. Et c'est pour ça qu'on cherche, et pareil à Madrid, etc. Et on cherche en fait des zones, des localités en fait qui sont pas très loin des grandes métros, où il y a du foncier, où l'énergie est disponible et enfin où l'acceptabilité est parfois meilleure que dans des zones tendues comme par exemple la région Île-de-France. Et quand vous faites ce travail-là, parfois vous tombez sur le spot où vous pouvez développer ce type de méga ou de giga campus. Donc si je résume ce que tu viens de nous partager, finalement aujourd'hui on quitte un monde où on avait des méga hubs construits, le gigantisme, même si je pense qu'on est tous d'accord que ça va rester. Je pense que tu l'as bien montré, Sylvie, avec l'exemple sur la Chine. Et on va voir se développer plutôt des data hubs plus petits, partout sur le territoire. Et donc, connexion avec des systèmes énergétiques, ce qu'on pourrait appeler des local energy community plus forts. Non, je pense que dans les régions, parce qu'en fait, toutes les régions, que ce soit, on parlait de Toulouse ou même Strasbourg, Lille, etc., il n'y a pas de raison que finalement les data centers soient finalement pas construits et opérés à l'état de l'art. Donc je pense que dans toutes ces métros, on va voir des data centers de taille moyenne. Mais par contre, les gigacampus, auxquels je crois, se développeront dans des endroits bien spécifiques, au carrefour des nœuds de réseau télécom et énergétique, là où il y a moins de tension au niveau du foncier. C'est ce qu'on voit un peu dans le nord de la France. Tout le monde s'excite dans le nord de la France. Nous, ça fait 1 an et demi, ça fait 18 mois qu'on travaille là-dessus. Pourquoi ? Pour ces raisons-là, où en plus on est au carrefour de l'Europe. Sylvie, tu veux apporter un complément sur ce que vient de nous partager Olivier ? Non, alors déjà, ça redire que quand même le territoire français avec son électricité décarbonée est à un point fort, mais dire aussi qu'on parle beaucoup de la consommation du numérique et donc, voilà, je pense que ce numérique qui consomme beaucoup d'électricité, il ne faut pas l'avoir honteux, je le redis, parce qu'on peut travailler sur des data centers bien plus green, non émetteurs de CO2 progressivement. Et vous dire aussi qu'on a besoin du numérique au service de l'efficacité énergétique. C'est un peu complémentaire, mais j'aime bien avoir ce rebond-là, parce que nous, chez Dalkia, on connecte toutes nos installations. Les réseaux de chaleur sont connectés de plus en plus et on injecte des modèles d'intelligence artificielle aussi, donc qui consomment d'une certaine façon de l'électricité dans leur data center, mais qui vont nous permettre d'aller très loin dans l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On a des bâtiments apprenants maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez, on a toutes nos données et on apprend le comportement c'est le machine learning, on apprend les comportements des bâtiments. Et donc on va plus loin dans les réductions de consommation. Et c'est pareil dans un réseau de chaleur, on a plusieurs énergies, on va toujours produire la meilleure énergie, c'est-à-dire la moins carbonée au meilleur moment et la moins chère possible. Donc cette efficacité-là qu'on va trouver, moi j'ose à penser qu'elle est totalement nécessaire. Donc on est complémentaires et je voudrais remettre aussi du positif aussi dans cette discussion parce qu'on a besoin de ce numérique globalement pour se distraire. J'ai découvert les chiffres, c'est impressionnant, mais aussi pour faire de l'efficacité énergétique et de la baisse de CO2. Merci Sylvie, je trouve que c'est important de rappeler effectivement qu'il ne faut pas avoir l'IA honteux et le développement des data centers, il faut l'accueillir de manière absolument positive, puisque comme tu le soulignes, c'est le signe finalement de beaucoup de positifs par rapport à effectivement le récréatif, le cloud, mais aussi possibilité d'avoir des services énergétiques plus efficients. On va arriver à la fin du talk. Et donc, Olivier et Sylvie, je voudrais vous poser une dernière question. Peut-être commencer par toi, Olivier. Si on devait retenir un élément, un message de notre échange, lequel serait-il ? Alors
Je suis d'accord, hein, il y a plein d'externalités positives hein, dans le data center, hein, économiques, sociaux. Nous, on prévoit 150 000 créations d'emplois dans moins de 10 ans. Donc, le data center crée de l'emploi. Non, je voyais juste parce qu'en fait, il y a Marc Ferracci qui était notre ministre de tutelle dans l'industrie et l'énergie qui était à l'Assemblée générale de France Data Center et il a dit pas d'IA sans infra. En fait, l'IA, c'est un sujet d'infra. La preuve, ça ne vous a pas échappé. Je suppose que vous avez vu les annonces de Mistral qui veut faire Mistral Compute, qui va en fait descendre un peu dans les couches ou avoir une approche plus intégrée. Et moi, je suis ravi de l'IA. Avant, on entendait le numérique, c'était que les applications. Et en fait, c'est le retour en force des infras et du hardware. Et bien, tant mieux. Donc, j'en suis ravi. Ah, j'aime beaucoup ça. Sylvie, un petit mot de message qu'il faudrait retenir de notre talk avant qu'on pose aux questions. Bien sûr, retenir que les data centers, voilà, des data centers verts, ça existe, qu'il y a des acteurs tels que Dalkia qui savent faire. Il y a de la compétence en France, c'est une compétence qu'on va pouvoir aussi extraordinairement exporter, je l'espère d'ailleurs, avec des binômes tels que ceux-là. Et puis, quand même compléter, c'est un sujet extraordinairement humain. On vient de parler de l'emploi. On réussira tous ensemble aussi à faire ça si on a les compétences nécessaires. Et qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'engagent dans ces métiers de la transition énergétique, ils ne sont pas si nombreux. En particulier, je pense au Bac+2, Bac+3. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'agir sur le climat, venez nous retrouver. Je suis bien d'accord. Là, il y a des métiers passionnants dans le secteur de l'énergie et dans le secteur du numérique. Je suis tout à fait d'accord. On va prendre des questions. Bonjour, je m'appelle Axel Amiral. Je travaille chez AXA XL. J'ai une question à vous poser sur la souveraineté et en particulier les investissements européens et nationaux en France en support de la souveraineté. Donc, on a compris que le secteur des data centers est multifacette. Donc vous avez les sujets fonciers, vous avez les sujets d'infrastructure et vous avez un plan de développement sur le futur qui fait quasiment x8 juste en France, de ce que j'ai compris de ce que vous nous avez expliqué. Et ma question c'est la suivante. On a un cabinet d'architecture qui s'appelle RBA, vous travaillez peut-être avec eux, qui donne un feedback sur le sous-développement qu'on peut constater en particulier avec ces nouveaux investissements qui arrivent sur le marché pour la souveraineté. Et ma question c'est: comment est-ce que vous changez votre feuille de route d'investissement et de projection pour la création de data centers avec ces nouveaux investissements qui arrivent actuellement? Les nouveaux investissements étrangers sur le territoire national? On a les étrangers, mais on a en particulier les Européens et nationaux pour apporter la feuille de route nécessaire en termes de souveraineté. Alors, c'est une bonne question. Merci. Complexe. Non, c'est une bonne question, complexe. Bon, déjà, je pense que c'est important d'avoir des data centers sur nos territoires, d'accord, plutôt qu'en dehors de nos territoires. Parce que c'est quand même des actifs physiques. Vous n'avez pas envie qu'un territoire vous empêche d'accéder à vos données ou tout simplement, si vous voulez, appuie sur le gros bouton qui fait arrêter le data center. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir la maîtrise de ces infrastructures qui sont critiques. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a le capital. En fait, effectivement, la nationalité au niveau du capital, c'est un autre sujet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du capital étranger. Si vous faites allusion, par exemple, aux Émiratis qui viennent potentiellement investir plusieurs dizaines de milliards d'euros dans notre pays, je pense que ça s'encadre. Ils le font aussi avec des entreprises européennes et françaises. Vous voyez, moi, par exemple, je suis une société française. Le siège est à Paris et on est une société européenne. Mon principal partenaire capitalistique est canadien. Bon, il n'est pas français, il n'est pas européen. Est-ce que c'est un problème? La réponse est non. Ils ont des règles de gestion des données, de confidentialité des données qui sont tout en fait en phase avec l'Europe. Bon, voilà, ça s'encadre, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur des capitaux étrangers, parce que ces capitaux, on n'a pas suffisamment de capitaux en France, faisons simplement, on n'a pas suffisamment de capitaux en France pour pouvoir construire tous ces bâtiments. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la France a énormément d'atouts. La France, qui est pour l'instant... Alors on est passé au 3e, on est maintenant le 3e pays européen. On était 4e l'année dernière, mais avec la croissance. Mais on devrait être le 1er pays en Europe. C'est une aberration que l'Angleterre soit 1er et l'Allemagne 2e. Avec l'énergie
en quantité, décarbonée, etc., en fait, on devrait être le premier pays. Mais on n'aura pas les capitaux nécessaires pour les construire. Donc, effectivement, il faut aussi s'appuyer sur des capitaux étrangers. Je partage bien le point que c'est assez, quand on travaille sur cette partie-là, on se découvre qu'effectivement, on est après l'Allemagne. Par rapport à l'enjeu énergétique, ça paraît aberrant. Une autre question ? Une question peut-être pour vous, Sylvie. Il y a la nouvelle PPE qui est sortie avec des objectifs très ambitieux de réduction des énergies fossiles. Bon, ça, vous avez bien évoqué le mix très décarboné de la France et aussi des coûts de l'énergie qui peuvent être aussi élevés, en fait. Et d'une certaine manière, comment est-ce que vous anticipez l'évolution peut-être de ces coûts pour continuer à servir des grands clients industriels et qui pourraient avoir besoin aussi de ces data centers? Merci beaucoup. Il y a plein de questions derrière ça. Vous savez, la décarbonation, c'est complexe. Mais si on regarde la décarbonation de l'industrie, pour vous donner des exemples, parce qu'on a parlé beaucoup d'électricité aujourd'hui, mais le sujet de la décarbonation de l'industrie, qui émet, je parle des sites industriels en général, complémentaires des data centers, ça représente 18% des émissions de CO2 en France. Mais c'est souvent une part importante dans les pays. Et pour décarboner l'industrie, il faut s'intéresser là aussi aux questions de chaleur. Parce que les industriels, ils ont très souvent besoin de produire de l'eau chaude, produire de la vapeur industrielle, à des niveaux de température qui sont extraordinairement variés. Aujourd'hui, la production de cette chaleur est essentiellement, c'est-à-dire à plus de tiers en France, produite à partir des énergies fossiles. Et donc, comment on fait ça? Comment on enlève ces grosses chaudières gaz et fioul des sites industriels? Eh bien, là encore, il y a plein de solutions. Et chez Dalkia, on est un grand spécialiste de ça. On travaille sur le bois énergie, qui est une énergie qu'on utilise d'ailleurs, le bois déchet. Il y a beaucoup de polémiques autour du bois, mais on utilise les déchets de l'exploitation forestière, qui font des chaudières qui permettent de monter en température. On peut utiliser de la chaleur fatale sur des incinérateurs de déchets qui peuvent apporter de la chaleur dans un site industriel. On utilise l'énergie de la terre, la géothermie. Profonde ou de surface. Là, avec la géothermie, on a plutôt des températures relativement basses pour les sites industriels. On peut aller chercher des chaudières électriques, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de technologies. Si on regarde plus loin, il peut y avoir peut-être les petits modules réacteurs nucléaires dans quelques années, une dizaine d'années, voire un petit peu plus, l'hydrogène, etc. Et c'est autant de solutions technologiques qui sont très intéressantes à regarder, dont on parle finalement assez peu. On parle beaucoup du solaire et de l'éolien dans les énergies renouvelables, mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres systèmes qui peuvent finalement se substituer aux énergies fossiles actuelles. On a cité aussi un peu le biofuel tout à l'heure, qui sont aussi des éléments. Et puis le numéro 1, ne l'oublions tout de même pas, c'est le consommer moins. Le consommer moins, numéro 1, et le consommer mieux, c'est-à-dire bas carbone. C'est vraiment moi mon leitmotiv. Donc voilà, beaucoup d'innovations autour de ça, des métiers absolument passionnants, qu'on d'ailleurs on utilise effectivement pour aller décarboner aussi les data centers. Merci Sylvie pour cette conclusion. Tu sais que c'est quelque chose auquel je tiens énormément en travaillant dans le secteur de l'énergie. Ne pas oublier qu'effectivement, la décarbonation, la transition énergétique, c'est comme tu l'as très bien dit, la sobriété et c'est également la décarbonation de beaucoup d'autres usages tels que tu viens très bien de le décrire. Il me reste à vous remercier. Je vous remercie beaucoup Olivier et Sylvie d'avoir accepté de participer à ce talk. J'espère que vous aurez un peu appris sur les enjeux en fait à la fois des data centers mais aussi de la transition énergétique dans les data centers et puis généralement. Merci beaucoup pour votre attention.